Et bonjour Antonin et rebonjour à ceux Salut, qui sont là salut. depuis tout à l'heure, qui m'ont déjà vu. Merci de nous rejoindre sur l'E-com Day aujourd'hui. On va encore parler d'argent. Moi, mes conférences de cet après-midi, on parle beaucoup d'argent en fait. On a parlé de conversion tout à l'heure. C'est un Là, on bon va sujet, ça parler va. de cession et d'acquisition. Je sais que le sujet va pas mal faire réagir aussi. On m'a posé des questions tout à l'heure en off sur les timings de build-up, sur comment l'organiser, etc. Donc, je pense que tu vas pouvoir nous éclairer sur tous ces sujets parce que tu es responsable M&A chez Dot Market. Enfin, tu vas peut-être m'en dire un peu plus d'ailleurs. Yes, exact. Bah écoutez, je vais essayer de vous éclairer avec grand plaisir dans la mesure du possible. Et effectivement, donc moi je suis responsable M&A chez Dot Market. Donc Dot Market, en deux mots, on est un cabinet de session spécialisé dans les business digitaux, e-commerce, SaaS, site d'affiliation, site média. Et Mhm. moi, je m'occupe des business, des sessions sur des valos supérieurs à 500 000 euros. Ok, Est-ce que je hyper. partage mon écran pour Vas-y, partage ton écran la parce que je sais que tu synthèse? as une présentation avec plein d'éléments, donc ça va être top. Yes. Hop, hop. Est-ce que vous voyez bien mon Oui, écran en mode diapositive? super. Merci. Ok, génial. Du coup, pour démarrer, donc aujourd'hui, effectivement, on va parler de l'acquisition et de la cession de e-commerce. Je pense qu'il y a pas mal d'entrepreneurs parmi les personnes qui nous écoutent, donc c'est sûrement quelque chose qui va vous concerner dans votre vie d'entrepreneur. Vous allez peut-être être amené à acheter ou à vendre un business, peut-être même les deux si vous avez du succès. Donc aujourd'hui, moi, je vais faire l'exercice un peu périlleux de mettre les deux casquettes, acheteur et vendeur, et de vous donner quelques tips d'un côté comme de l'autre. Ok. Donc, comment on va démarrer tout ça? Pour commencer, je vais parler rapidement du marché, vision un peu plus macro, et derrière, on rentrera dans le vif du sujet avec les stratégies d'acquisition et les stratégies de vente, et puis on pourra finir sur un petit Q&A. Ok. Si ça vous va. Top. Alors démarrons le marché M&A des entreprises digitales. Donc, comme souvent, pour observer le marché français, européen et essayer d'anticiper le futur, ce qui est intéressant de faire, c'est de regarder le marché US. Donc, dans cette slide, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est l'évolution du nombre de cabinets M&A spécialisés dans la cession d'entreprises digitales aux États-Unis. Donc, ce qu'on voit, c'est que ce nombre d'acteurs, il a plus ou moins explosé sur les 15 dernières années. En 2009, il y a Flippa qui est arrivé, précurseur, et qui s'est positionné sur cette niche, qui a été suivi de très près par Empire Flippers en 2011 et Acquire.com en 2020, qui est beaucoup plus récent. Ça nous montre quoi? Ça nous montre que, alors juste aujourd'hui, il y a plus d'une quarantaine d'acteurs. Petite Oui. parenthèse, qui interviennent de manière spécialisée sur le marché. Donc ça nous montre plusieurs choses. Un, ça nous montre que, en théorie, s'il y a plus d'acteurs, c'est qu'il y a plus de transactions. S'il y a plus de transactions, c'est qu'il y a, en théorie, encore une fois, plus de liquidité sur le marché. Ce que j'entends par liquidité, c'est la facilité qu'on peut avoir à vendre un business dans tel ou tel secteur. Et l'augmentation de la liquidité, ça entraîne quoi en général? En tout cas, c'est un des facteurs qui l'entraîne, c'est l'augmentation des valorisations. Donc, aux États-Unis, les valorisations sur les e-commerce, elles ont explosé sur ces dernières années. À gauche, ce que je vous présente là, c'est les chiffres d'Empire Flippers. Empire Flippers, je vous en parlais juste avant, c'est un des leaders US de la cession d'entreprises digitales. Et l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils sont ultra transparents. Tous les ans, ils vont sortir des reports dans lesquels ils vont détailler vraiment le nombre de deals qu'ils ont fait, la typologie de deals et quels multiples ont été appliqués. Donc, si on Ok. observe les chiffres d'Empire Flippers, on voit qu'entre 2018 et 2022, les multiples, ils ont augmenté de 54%. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous aviez acheté un e-commerce en 2018 pour 1 million de dollars et que vous ne l'aviez pas développé pendant 4-5 ans, vous aviez juste maintenu la rentabilité, en 2023, aujourd'hui, 2024, pardon, vous auriez pu le revendre à plus d'1,5 million. Donc, c'est intéressant d'un point de vue macro.
au-delà des stratégies micro que chacun peut avoir, évidemment, de racheter un business plutôt qu'un autre, mais d'un point de vue macro, de voir qu'il y a une augmentation des valorisations, c'est ultra intéressant. Oui, alors à la session, parce que moi enfin juste, je me permets Bien de sûr. t'arrêter, mais sur les valorisations levées de fonds, si on prend 2023-2024, j'ai l'impression qu'on n'est pas sur le même trend. Donc Non, pas du tout. Alors, les levées de fonds, on pourra en parler juste après, justement. J'ai une petite slide, ça tombe bien que tu poses la question. Mais effectivement, ouais, les levées de fonds, c'est vraiment différent du marché de la cession, des exits, comme on appelle ça, pour plusieurs raisons. Et je rentrerai après dans le détail sur cette OK. question-là, si ça te va. Du coup, en France, on a moins de transparence sur les chiffres, mais chez Dot Market, on a prévu effectivement de faire des reports dans les années qui viennent. Le marché français, aujourd'hui, qui est positionné et sur quoi? Donc, je vous ai fait un petit graphe avec les différents acteurs que vous serez amenés à côtoyer si vous vendez ou si vous achetez des e-commerce. À droite, vous avez les acteurs qui font du M&A, de l'accompagnement. À gauche, c'est les sites qui vont faire du listing, donc qui vont publier des annonces. En bas, c'est les généralistes et en haut, c'est les spécialistes du digital. Donc, les M&A généralistes, il y en a plein. J'ai mis un petit encadré avec cabinet de M&A traditionnel. Je ne vais pas tous les lister, mais voilà. Parfois, ils interviennent sur des business e-commerce, même souvent. Ce n'est pas forcément des spécialistes, mais ils interviennent là-dessus. Sur vraiment, en tant que spécialiste qui intervient en M&A aujourd'hui en France, on est 3. Il y a Dot Market / Dot Plus, Dealing Room et Story. Le reste, ça va être plutôt des sites de listing sur lesquels vous allez pouvoir retrouver des annonces. Donc, je vends mon site internet, Fusac qui est plutôt généraliste, etc. Vous avez Alvo qui est entre le listing et le cabinet M&A, ils font les deux, et qui est plutôt généraliste que spécialiste. Cette slide, elle est intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle montre aussi qu'en France, on n'est pas sur un marché qui est pour le moment mature, qui n'est pas encore structuré comme ça peut être le cas aux États-Unis. Et je pense que c'est plutôt positif. Pourquoi? Parce que, à mon avis, dans le futur, il risque d'y avoir encore de la croissance sur le marché français, que ce soit en termes de nombre d'acteurs spécialisés, mais aussi en termes de valorisation. Donc voilà pour la petite partie marché macro. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais commencer en mettant la casquette de l'acquéreur pour vous donner des petites stratégies d'acquisition. Donc, comment on achète un business digital aujourd'hui? Et pourquoi aussi on achète un business Et digital? pourquoi on achète un business digital? Effectivement, il y a plusieurs raisons pour ça. Donc, comment on achète un business digital? Il y a 3 étapes. C'est les mêmes en fait que si vous achetez une maison ou une voiture. C'est 1, sourcer, donc trouver les deals. 2, mener votre analyse. Et 3, faire une offre et négocier. Donc, pour sourcer des deals, vous avez plusieurs canaux par lesquels vous pouvez passer. Le premier, c'est d'être connecté en fait aux plateformes d'annonces comme Fusac, Alvo, Dot Market, etc. De vous mettre des petites alertes et dès que vous avez quelqu'un qui va venir publier une annonce de session, vous allez être au courant. Le deuxième canal, ça va être de prendre contact directement avec des gérants d'entreprise qui vous intéressent. Donc là, il faut que vous vous demandiez, OK, moi, qu'est-ce que j'ai envie de racheter? Qu'est-ce qui est stratégique pour moi de racheter aujourd'hui? Et vous faites une petite liste, vous les contactez. Bon, ça ne marche pas forcément à tous les coups, évidemment. Ce n'est pas forcément facile de convaincre un gérant d'entreprise de vendre alors qu'il n'était pas forcément vendeur à la base, mais il faut le tenter. Et le troisième canal, c'est de passer par un cabinet spécialisé à qui vous allez expliquer un peu quels sont vos critères en fait d'investissement. Et derrière, quand ils vont avoir des business qui cochent un peu vos cases, ils vous passeront un petit coup de fil pour vous l'annoncer. L'analyse et la négo, on va voir ça juste après. Donc, les analyses à mener. Quand on va acheter un e-commerce, qu'est-ce qu'on va faire comme analyse pour vérifier que ça vaut ce que ça vaut et que voilà, il n'y a pas trop de risques? Pour moi, il y a 3 pôles d'analyse. Il y a l'analyse financière, donc ça, c'est du classique. Il y a l'analyse business, entre guillemets. Bon, l'analyse business, pour moi, c'est tout ce qui est stratégie, marché, etc., qui est classique aujourd'hui, qu'on va faire sur n'importe quel business. Et la petite spécificité sur le e-commerce, ça va être l'analyse web. L'analyse web, pour moi, c'est le cœur du réacteur. L'analyse financière et l'analyse business, elles doivent être faites à la lumière de cette analyse web. Si vous vous contentez, quand vous allez acheter un business e-commerce, de lire les états financiers,
ça va pas suffire. C'est comme si vous achetiez une voiture et que vous regardiez juste le compteur kilométrique, quoi. C'est pas suffisant. Donc, qu'est-ce que j'entends exactement par analyse web qu'est-ce que c'est? Pour moi, l'analyse web, c'est l'analyse des canaux d'acquisition clients. D'où vient le trafic sur votre site? Est-ce que c'est du SEO? Est-ce que c'est du SIA ou autre? Comment évoluent ces différents canaux d'acquisition de trafic et comment se convertit ce trafic en vente. Je vous donne des exemples pour illustrer un peu pourquoi c'est ultra important de faire cette analyse web. Par exemple, vous voulez acheter un business, le vendeur, il vous dit, voilà, moi, mon business, il est ultra stable en termes de trafic sur les 24 derniers mois. Tac, il vous fait un petit screenshot de Google Analytics avec le trafic global. Et effectivement, vous voyez que c'est méga stable. Il vous dit, mon chiffre d'affaires, il est super stable sur les 24 derniers mois. Donc voilà, il n'y a pas de loup, c'est positif. Si vous creusez un petit peu, vous pouvez vous rendre compte, par exemple, que ce trafic, en réalité, si on le segmente par canal d'acquisition, on peut s'apercevoir que le SEO, par exemple, a baissé sur les 12 derniers mois, par exemple, et que le gérant a compensé cette baisse par du SIA. Et donc, en fait, il a remplacé du trafic gratuit par du trafic payant. Donc, le trafic global, il va être stable, le CA, il va être stable, mais la rentabilité, elle va est être clairement impactée. impactée. Exactement. Et donc ça, sans faire une analyse web, vous ne pouvez pas vous en rendre compte. Autre exemple, au-delà du trafic, il faut regarder un petit peu la conversion des différents canaux. Par exemple, vous pouvez avoir un vendeur qui vous dit moi, mon trafic, c'est 80% du SEO. Regardez, le SEO, il est en croissance en plus là sur les derniers mois. Ça vaut un bonus dans le prix. Au lieu de le payer x3, vous payez x3,5 le BE. Et si vous creusez, en fait, vous vous rendez compte que le SEO, certes, il représente 80% du trafic, mais en réalité, il représente seulement 20% des ventes. Ça, c'est possible. Pourquoi? Par exemple, si les mots-clés sur lesquels est positionné le site, ce sont des mots-clés informationnels plutôt que commerciaux et qui, du coup, vont avoir une faible conversion. Donc ça, voilà, par exemple, c'est vraiment à mitiger. S'il y a un site qui tourne vraiment en termes de trafic au SEO, il faut quand même vérifier derrière la conversion de ce trafic et la pertinence des mots-clés sur lesquels on est positionné. Pareil sur le SIA. Si on a un business qui est quand même un peu dépendant à l'ADS, qui fait par exemple 40-50% de son chiffre d'affaires via de l'ADS, il faut évidemment regarder comment se comporte le ROAS sur les derniers mois. Si on voit qu'il y a un ROAS qui est en chute libre sur les derniers mois, parce que soit il y a plus de concurrence, ou soit de manière structurelle, Google, ça coûte plus cher maintenant aujourd'hui, il faut clairement se poser la question et se dire, OK, dans 12 mois, qu'est-ce que ça va être la rentabilité de mon business si la trend, elle continue comme ça? Donc, oui, mais alors, moi, il y a 2 points quand même par rapport à ça. Ce que je me dis, c'est, de fait, ça exclut les gens qui, sont totalement néophytes, qui ont jamais travaillé, dans le secteur, parce qu'ils sont incapables de mener ces audits-là. Et même parfois, quand on travaille, si, le tracking est mal réalisé, enfin, ça arrive, hein, des sites qui tournent très bien, qui ont du chiffre d'affaires, qui ont une bonne rentabilité. Mais alors par contre, il y a aucune data. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, quand le tracking il a mal été mis en place, en fait, c'est pas impossible de faire le deal, c'est pas impossible de se projeter, mais ça ajoute du flou. Pour moi, quand il y a du flou qui s'ajoute, c'est forcément un point de négociation supplémentaire ou de la valo qui va baisser d'une manière ou d'une autre, parce qu'on ajoute du risque dans le deal. On n'a pas compris tous les aspects, on n'a pas pu tout regarder, et du coup, on va être moins enclin à payer le prix fort pour acheter le business. Ouais. Pour ce qui est des néophytes, en réalité, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'être un expert SEO ou quoi que ce soit pour mener ces audits-là. Ça reste des questions de bon sens. En réalité, on va se connecter sur Analytics et on va regarder d'où vient le trafic, on va essayer de tirer des conclusions et on va poser des questions aux vendeurs pour essayer de comprendre les différentes variations qu'il peut y avoir. Et ça, je pense que tout le monde peut réussir à analyser, à tirer des conclusions comme celles que je viens de mentionner, par exemple, sur les 2 exemples précédents. OK, très clair. Donc voilà, après, je ne rentre pas dans le détail, évidemment, des audits, etc. Mais vous avez compris le principe. Ce qu'il faut, c'est regarder en profondeur d'où vient le trafic et comment il évolue dans le temps et quelle est sa conversion. Et pour ça, il y a plein de supports d'analyse possibles.
les analytics. Donc, en général, Google Analytics, c'est le mieux, mais il y a aussi des solutions comparables qui peuvent être utilisées et qui fonctionnent très bien. La Search Console pour le trafic SEO, les comptes ads, Google, Microsoft, Meta, peu importe, tout ce qui ramène du trafic via de l'ads sur le site, il faut l'analyser. Et le back-office e-commerce aussi, qui peut être un support intéressant. Une fois qu'on a réalisé cette analyse web, on va pouvoir passer à l'analyse financière. L'analyse financière, bon, là, clairement, on n'invente pas l'eau chaude, c'est du classique. Vous allez demander les états financiers, les outils de gestion comptable, le back-office e-commerce. Vous allez regarder le chiffre d'affaires sur les 3, 4, 5 dernières années, la trend sur les 6 derniers mois, la marge commerciale, comment elle évolue dans le temps, comment se compose la structure de charge et comment chaque poste de charge va évoluer dans le temps et comprendre pourquoi. Voilà, c'est du classique. Je ne vais pas rentrer dans l'analyse, dans le détail de ce que c'est une analyse financière, mais encore une fois, je répète, pour faire une bonne analyse financière d'un e-commerce, il faut avoir fait une analyse web. L'analyse financière sans l'analyse web, elle a peu de valeur. Je peux vous donner un exemple qui va un peu illustrer ça et je pense qu'il va vous parler. Si demain, vous avez un vendeur qui vend son business, il vous présente ses états financiers, il fait 500 000 euros de CA, il fait 100 000 euros de BE, vous vous dites top, ça a l'air plutôt sain, c'est pas mal. Mais si vous creusez et que vous voyez par exemple que le site, en fait, 100% de son trafic, c'est du TikTok Ads et des influenceurs. Déjà, vous dites c'est pas ouf, c'est pas, ça donne pas énormément de pérennité, c'est difficile de se projeter parce que c'est des canaux d'acquisition qui sont ultra variables, etc. Que vous voyez que en fait, c'est un site monoproduit et il vend un produit qui a une super trend sur les réseaux sociaux ces derniers temps, ces derniers mois, et qui potentiellement peut exploser et rebaisser très rapidement derrière. Et qu'en plus de ça, pour couronner le tout, c'est du dropshipping de Chine, sans critiquer le dropshipping, mais voilà, ça fait beaucoup de points où vous allez vous dire peut-être que ces 100 000 euros de BE, en réalité, ils ne valent pas grand-chose. Et moi, en tout cas, je ne vais pas être en mesure de payer 2-3 fois le BE pour acheter ce business. Est-ce que l'exemple, c'est du vécu ou c'est la Ouais, vision? pas exactement. J'ai un peu abusé là sur l'exemple, mais en tout cas, il y a certains cas où on a des trucs qui se rapprochent un peu et effectivement, pour nous, ça vaut pas grand-chose, mais peut-être que pour d'autres, ça peut valoir plus. Donc voilà pour l'analyse financière. Et troisième pôle d'analyse, c'est l'analyse business, entre guillemets, encore une fois. Donc pour moi, l'analyse business, c'est vraiment le potentiel de croissance du marché, les risques qui sont liés au business. Est-ce qu'il y a des barrières à l'entrée? Est-ce qu'il y a des dépendances clients, fournisseurs, produits? Est-ce qu'il y a un avantage concurrentiel de ce business-là par rapport aux autres acteurs du marché ou pas? Voilà, ça, c'est les questions vraiment qui sont propres à tout business, pas que digitaux. Et pour les supports d'analyse, là-dessus, il n'y en a pas vraiment, mais le mieux, c'est de poser des questions aux cédants et de faire ses propres recherches sur Google, sur Xerfi, pour essayer de comprendre en fait dans quel environnement évolue le e-commerce. Ok. On arrive à la question fatidique de la valorisation. Donc, vous avez trouvé un business qui vous intéresse, vous avez fait l'analyse, a priori, c'est quelque chose qui peut matcher vos critères d'acquisition, et maintenant, vous arrivez à vous dire, OK, qu'est-ce que je vais faire comme offre pour acheter ce business? À quel prix je vais le proposer? Le premier conseil que je peux vous donner sur la valo, c'est déjà d'oublier les méthodes de valorisation que vous pouvez retrouver dans les reports des experts comptables. Par exemple, la valorisation patrimoniale via l'ActiveNet ou la méthode des discounted cash flow. Ça, c'est pas forcément des méthodes, c'est des méthodes qui sont valides, hein, je ne critique pas du tout, mais c'est pas forcément des méthodes qui sont utilisées dans le cadre des négos avec les acheteurs ou les vendeurs de e-commerce aujourd'hui. Les acheteurs et les vendeurs de e-commerce, dans les négos, on se focus sur la méthode de valo qui s'appelle la méthode des multiples de BE, qui est très simple, que vous devez connaître. En gros, on prend le BE retraité et on applique un multiple. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va payer X années de rentabilité pour avoir le business, en d'autres termes. Les multiples aujourd'hui sur le e-commerce, ils sont compris sur une fourchette entre x2 et x5. Excusez-moi. Je vais revenir après parce que là, vous allez me dire, ouais, la fourchette, elle est vachement large.
comment on place le curseur. On va voir juste après comment on place le curseur, justement. Mais je fais juste une petite parenthèse rapide pour comparer ces multiples avec les multiples sur d'autres industries aujourd'hui en France. Aujourd'hui, en France, si on regarde toute industrie confondue, la fourchette de multiples de BE qui s'applique, c'est x4, x7. Pourquoi c'est plus élevé que le e-commerce? Parce que le e-commerce, c'est encore considéré comme risqué par les acquéreurs, par les investisseurs, et on est capable de payer 5-6 années de rentabilité pour acheter une épicerie fine sur la rue passante à Lyon ou à Bordeaux, mais 5-6 années de rentabilité pour un e-commerce qui est quand même soumis aux caprices de Google parce que dépendant dans la majorité des cas, c'est plus compliqué. Donc, comment on place le curseur sur cette fourchette qui est assez large, x2, x5? Ici, je vous ai montré, je vous donne un aperçu de notre outil de valorisation chez Dotmarket. Ça, c'est ce qu'on utilise en fait quand on fait une valo, quand on rentre un mandat, qu'on fait une valo, on va venir noter des KPI et ça va nous nous placer le curseur en fait sur la fourchette. Ce qu'il faut savoir, le point le plus important, c'est que le KPI principal pour définir une valo, c'est la taille du business. Nous, chez Dotmarket, on intervient sur des deals, ça va de 1 000 € de valo à 2, 3, 4 millions. Donc, un éventail super large de valo. Et ce qu'on a pu observer, c'est qu'il y a un gap assez marqué entre les e-commerce qui vont faire moins de 150, 200 000 € de BE et les e-commerce qui dépassent ce seuil-là. Il y a plein de raisons pour expliquer ça, notamment parce que quand on dépasse ce seuil de 200 000 €, on va pouvoir notamment s'adresser à une certaine typologie de repreneurs qui seront à même de payer plus cher. Donc, en dessous de 150, 200 000, la fourchette, ça va plutôt être x2, x3,5. Et dès qu'on passe ce cap, on va pouvoir aller chercher du x3, x4, x5. Donc, déjà, la fourchette, elle se réduit en fonction de la taille du business. Ouais. Est-ce qu'en termes de repreneurs, tu es plutôt sur des repreneurs individuels en dessous de 150K de BE et plutôt sur des groupes ou sur des entreprises déjà établies qui vont plutôt être dans une logique de croissance externe dès que tu passes ce fameux cap? Ouais, exactement. Très bonne question. Et ça, j'ai mis un détail après dans les slides suivantes pour segmenter un petit peu la typologie de repreneurs. Mais c'est exactement ça que je veux dire par là. C'est que quand on passe une certaine taille, on intéresse une certaine typologie de repreneurs qui peuvent être, comme tu l'as dit, des concurrents, des PME un peu plus grosses, des fonds d'investissement, des agrégateurs, etc., qui vont avoir des critères en fait d'acquisition qui comprennent notamment une certaine taille minimum. Du coup, voilà, une fois qu'on a cette fourchette, donc en fonction de la taille, là, on va venir noter les KPI que vous voyez à droite. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce que vous pouvez retenir, c'est que ça reprend un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la partie analyse. Il y a des KPI business, des KPI finance, des KPI web, et nous, on va venir noter un peu tout ça. Ok. Les KPI autre aspect, c'est intéressant. Juste une petite parenthèse là-dessus. Là, par exemple, vous voyez, il y a liquidité du business. Liquidité du business, qu'est-ce que j'entends par là? Par exemple, si vous êtes e-commerçant, que vous avez un entrepôt à Bordeaux avec un bail 369, des bureaux à Bordeaux, pareil avec un bail, et 5 employés en CDI, votre e-commerce, vous allez pouvoir le vendre évidemment, mais potentiellement, il va être plus difficilement délocalisable et donc vous pouvez moins intéresser un repreneur qui va être basé à Nice et qui va vouloir rapatrier l'activité à Nice, par exemple. À l'inverse, si vous êtes un e-commerçant, que vous avez la logistique qui est externalisée, que vous n'avez pas forcément de salariés, que vous n'avez pas forcément de bail, de baux, pardon, qui vous tiennent, le business est considéré comme plus liquide. Okay. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir d'employés, de CDI ou quoi que ce soit. C'est juste que ça, c'est un critère qu'on va prendre en compte, c'est la liquidité. C'est à quel point c'est facile, en fait, de trouver des repreneurs partout en France, voire partout dans le monde. Et pourquoi ça a un impact? Parce que plus il y a de repreneurs potentiels, plus la valorisation augmente. C'est une question d'offre et de demande. Pareil, transparence du business, je l'ai mis dans autre aspect. Transparence du business, c'est quoi? C'est avoir des états financiers qui sont lisibles sur 2-3 années. C'est ultra important pour la confiance en fait du repreneur. Ok, la question à 1 million. Pourquoi mon e-commerce ne vaut pas 12 fois le BE? Donc, si vous êtes acheteur, vous allez très certainement être confronté à un moment ou à un autre à un vendeur qui va vous dire non, mais moi, mon e-commerce, il vaut 15 fois le BE, il ne vaut pas 3 fois le BE.
Et ça, c'est vrai parce que, comme tu le disais tout à l'heure, les valorisations dans le cadre de levée de fonds, par exemple, elles sont beaucoup plus élevées. Ou j'ai entendu parler de Tesla qui est valorisé à X fois le BE, ou de Total au CAC 40, etc. Bon. Si vous avez un vendeur qui vous sort ces arguments pour essayer d'aller chercher un multiple plus élevé, vous pouvez lui répondre deux choses. Pour commencer, sur la valorisation lors de levée de fonds. On ne peut pas comparer une valorisation de levée de fonds avec une valorisation d'exit. Ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que, un, le rationnel d'investissement, il est totalement différent. Et deux, l'emploi de l'argent, il va être totalement différent également. Quand on fait une levée de fonds, qu'on est entrepreneur, on a besoin d'argent pour mener à bien certains projets et on va aller toquer à la porte d'investisseurs qui, eux, veulent investir pour faire une grosse plus-value. Et en fait, ils espèrent que les 100 000 euros qu'ils ont mis dans le business en échange de 20% du capital, ils vont servir à aller chercher de la croissance et que dans 3 ans, ils vont pouvoir revendre ces 20% à 500 000 Ouais. et ils auront fait x5. C'est tout le problème, si tu veux. Et c'est pour ça que là, tu as des boîtes qui ont levé sur des valorisations absolument délirantes en 2020, 2021, 2022, et Ouais. des fondateurs là qui se retrouvent avec un process de cession et eux n'ont plus rien parce que la valorisation est pas du tout, la valorisation d'exit n'est pas du tout celle à laquelle ils ont fait des levées de fonds, et que les fonds eux-mêmes se sont protégés avec un certain nombre de mécanismes. Tout à fait, tout à fait. Et ça, on en voit plein actuellement où effectivement, il y a une espèce de bulle dans les levées de fonds. On a payé à des valorisations beaucoup trop élevées, qui n'étaient plus du tout rationnelles. Et derrière, effectivement, quand on se confronte à la réalité, c'est-à-dire qu'on fait une exit avec des critères de valorisation qui sont beaucoup plus terre à terre que simplement dire dans le futur, ça va valoir tant, et bah effectivement, c'est compliqué. Et donc, l'emploi lors d'une levée de fonds, pour terminer là-dessus, ça sert à aller chercher de la croissance. L'emploi des fonds lors d'une transaction, d'un exit, en fait, le vendeur, quand il va vendre sa boîte, les 100 000 ou les 500 000 qu'il va prendre, ça ne va pas être pour continuer de développer le business. Ça va être pour acheter une maison, un appart ou partir boire des cocktails au Barbade. Donc, c'est pas du tout le même emploi et donc on ne peut pas comparer des valorisations de levée de fonds avec des valorisations d'exit. Deuxième argument qui peut sortir, c'est les valorisations des grandes entreprises. À ça, vous pourrez répondre deux choses. C'est que, un, comme je vous le disais juste avant, la taille, c'est un facteur clé de détermination d'une valo. Donc, évidemment, plus une boîte est grosse, plus le multiple qui va s'appliquer va être élevé. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que on ne peut pas, encore une fois, comparer des boîtes à capitaux privés avec des valorisations sur les marchés boursiers. Sur les marchés boursiers, on est soumis à la loi du marché et voilà, l'offre et la demande vont définir les prix. Donc, par exemple, quand on a un Tesla qui vaut 130 années d'EBITDA, bon, est-ce que c'est parce qu'il y a eu une grosse hype autour d'Elon Musk ou est-ce que c'est parce que Tesla vaut vraiment 130 années d'EBITDA? Je ne sais pas, mais en tout cas, on peut se poser la question de la rationalité de ces valorisations. Mais Ouais, quand tu parles de ça, justement, est-ce que ça ne veut pas dire que quand on est vendeur, il y a un moment qui va être plus adapté qu'un autre pour vendre, justement? Enfin, est-ce que je vais être mieux valorisé à certains moments de la vie de mon entreprise? Comment je fais pour optimiser, justement, cette valorisation si je suis vendeur? Bah, effectivement, alors ça fait partie des tips que j'ai mis dans les slides suivantes, mais effectivement, un des conseils qu'on donne, c'est de ne pas vendre quand le business est en train de chuter. Ça, c'est évident. Après, il y a toujours des phases dans la vie d'un business. Donc après, ça, c'est théorisé par plein de chercheurs sur le sujet. Moi, je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, mais en gros, entre le lancement, la phase de stabilisation, et après, derrière la décroissance, évidemment, il faut vendre au moment de la phase de stabilisation. On a atteint un certain niveau de chiffre d'affaires, on se stabilise et voilà, c'est à ce moment-là qu'il faut vendre. C'est quand on est stabilisé ou en croissance. Ok, très clair. Il nous reste quelques minutes, 7 minutes pour être précise. Ouais. Est-ce que tu veux qu'on passe aux tips justement sur la partie vendre? Parce que je vois qu'on a pas mal de questions là-dessus. Ouais. Savoir à quel moment je vends. Est-ce que quand je suis en dropshipping, il y a un discount de facto qui s'applique? Enfin, voilà. En gros, j'ai un site e-commerce.
comment je fais pour le vendre et comment je fais pour le vendre bien dans un délai relativement court, Ok, en top. 30 minutes. Ok, top. Alors, on va sauter les petits tips de négociation. De toute façon, vous aurez accès au support de présentation, Oui. donc vous pourrez regarder un petit peu ça dans le détail. Donc là, il y avait une slide sur les types de négociation à l'achat et sur le processus standard d'acquisition. Mais voilà, on va passer rapidement pour mettre la casquette tout de suite de vendeur et vous donner quelques tips justement sur la vente. Donc, le premier conseil que je peux vous donner si vous vendez votre business, c'est qu'une vente, ça se prépare de manière générale. Donc, to do numéro 1, avoir des états financiers lisibles sur au moins 2 ans. Pour moi, ça, c'est un prérequis. C'est-à-dire que si vous n'avez pas ça, ça va être ultra compliqué de vendre votre business. Euh, si vous avez dans une même structure juridique plusieurs activités qui s'entremêlent d'un point de vue comptable, le conseil que j'ai à vous donner, c'est soit de sortir l'activité que vous voulez vendre et de la mettre dans une structure juridique à part pour avoir une compta à part, ou à minima de demander à votre expert comptable de ventiler vos comptes. To do numéro 2 pour préparer la session. Réduire les charges non essentielles et les investissements. Bon, là, le conseil, évidemment, c'est pas de vous dire il faut couper toutes les charges, il faut couper tous les investissements pour gonfler artificiellement le BE. Non, c'est pas ça. C'est juste que si, par exemple, là, en 2024, vous vous dites j'ai envie de vendre en 2025 et vous vous dites ah, ce serait sympa que je fasse une petite refonte graphique de mon site, mais en réalité, c'est plus parce que vous êtes perfectionniste que parce que c'est un vrai besoin réel de l'entreprise à aujourd'hui, ne le faites pas. Et proposez ça comme piste d'amélioration pour le repreneur. Pourquoi? Parce que, en fait, quand on va faire une analyse financière d'un e-commerce, on va notamment faire des retraitements. Et ces retraitements, ils vont donner lieu à des discussions, à des négociations avec les acheteurs. Et le plus on va faire de retraitements, le plus il va y avoir de friction. Donc, le mieux, c'est de les réduire. Je vous ai parlé, bon, pareil, bon, là, c'était l'exemple de l'investissement dans la refonte graphique. Mais pareil, la Tesla en leasing sur la boîte, c'est toujours top. Mais si vous pouvez éviter sur l'année qui précède la vente de l'avoir, pour éviter les questions, les sujets qu'il peut y avoir là-dessus, bah, c'est mieux. To-do numéro 3, c'est ce qu'on disait juste avant, c'est mettre en vente en fait dans une période de croissance du chiffre d'affaires ou à minima une période où le chiffre d'affaires est stable. Ne vendez pas votre business quand vous voyez qu'il est en train de tomber ou quand vous savez qu'il y a une grosse menace qui arrive. Ça voilà, ça fonctionne pas, ça ne va pas vous mettre en bonne situation. C'est des conseils de base, mais c'est important de le rappeler. To-do numéro 4, savoir expliquer. Donc, mettez-vous à la place des acquéreurs. Comme je vous le disais tout à l'heure, dans la phase d'analyse, un acquéreur, il va éplucher votre business, il va vraiment, dans tous les recoins, analyser, poser des questions, etc. Il n'y a rien de pire qu'un repreneur en visio qui demande au cédant pourquoi le trafic, il a fait ça là, sur Q1 2023 et un cédant qui fait j'en ai aucune idée. Non. Le mieux, c'est de pas forcément avoir réponse à tout, mais avoir des pistes d'explication pour répondre en fait aux interrogations que vont avoir les repreneurs. Dernier tips, préparer un deck de présentation et une data room. Donc bon, ça, c'est pas quelque chose qui va se prévoir 1 an à l'avance, mais au début de la session, de la mise en vente, c'est toujours intéressant de réunir de votre côté déjà en amont les documents justificatifs, d'être à jour d'un point de vue administratif, etc. Dernier conseil, une vente, alors ça se prépare, et une vente, ça va être la guerre. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vous risquez d'être malmené, vous risquez de monter très très haut en termes de stress, et le conseil que j'ai à vous donner, c'est qu'il ne faut pas prendre les choses à cœur, et il ne faut pas céder au stress, surtout quand on arrive en phase de closing, après signature de la LOI, au moment où vraiment on ouvre les livres et on montre pas de blanche sur tout, c'est le moment où on va vraiment stresser. Le stress, ça fait faire des bêtises. Et mon conseil, c'est vraiment de faire la part des choses entre le business et l'humain et de justement pas faire de bêtises à cause du stress, ne pas céder au stress alors que vous étiez plutôt bien embarqué dans la vente. Voilà, ça, c'est mon dernier conseil.
C'est sûr, mais pour l'avoir vécu, honnêtement, enfin pour l'avoir vécu en plus plusieurs fois, hein, 3 fois pour être précise, c'est le Yes. point hyper compliqué. Mais c'est pareil sur une levée de fonds, c'est-à-dire que c'est vraiment les montagnes russes parce que, tu fais une réunion, tout se passe hyper bien, tu es hyper positif. Après, ton acquéreur, il identifie quelque chose qui est un point de négo, en fait, et c'est tout le jeu de la négo. Et en plus, c'est ton business. Enfin, moi, je l'ai vécu, en particulier sur le premier business. Quand c'est ton business, ton premier business, tu es très investi émotionnellement dedans. Donc c'est vrai que, alors c'est un super conseil, mais je pense qu'il faut se prendre, enfin vraiment, faut se mettre à la méditation, faire de la sophrologie parce que Je ne l'ai pas mis c'est dans les slides, mais c'est un bon conseil. c'est quand même un peu compliqué. D'autres conseils que je peux donner du coup pour des vendeurs, bon, sans vouloir trop vendre notre market, mais c'est que passer par un cabinet spécialisé qui a l'habitude du process et de dealer avec ces situations, ça peut Mmh, aussi aider à rassurer et empêcher de bien faire des sûr. bêtises. Ouais, c'est clair. Je vais terminer juste avec une dernière question parce qu'on n'a pas le temps de prendre beaucoup de questions malheureusement, il y a eu pas mal de sujets. La question c'est: constatez-vous un ajustement à la baisse des multiples de Valo compte tenu du contexte actuel? Sur les exits, non, pas forcément. OK. Il y a pas d'ajustement à la baisse. Alors en 2022, le marché s'était un petit peu contracté, notamment parce que c'était beaucoup plus difficile aussi d'obtenir des financements bancaires. Là, ça se dénoue un petit peu et on est sur une trend qui, non, au contraire, continue d'être plutôt positive et des multiples qui sont pas en baisse en fait sur la session de e-commerce. Non. D'accord. Donc toi, tu penses que 2024, ça va être une meilleure année que 2023 en termes de session Je pense que d'e-commerce? je pense que les années à venir, petit à petit, vont être de meilleur en meilleur parce que d'un point de vue macro, le marché en fait va mûrir. Il va y avoir de plus en plus d'acteurs qui vont venir faire de l'intermédiation. Il va y avoir de plus en plus d'entreprises traditionnelles entre guillemets qui vont s'intéresser au digital. Et pour moi, je vois vraiment une traîne positive sur les 3, 4, 5 prochaines années sur le marché de la session d'e-commerce. OK, top. Eh ben, écoute, merci beaucoup. En tout cas, c'était hyper intéressant, Antonin. Enfin, on a envie toujours que ça dure plus longtemps parce que c'est un sujet qui est passionnant et sur lequel il y a beaucoup, beaucoup de choses, à dire. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler ensemble, un de ces jours. Je te remercie et puis on va passer la main, à Grégory, et à Nicolas, pour, finir sur Google SGE, donc les dernières conférences de la journée. Top. Bah écoutez, merci beaucoup en tout Merci. cas et j'espère que ça vous a plu. Bah, c'était super, merci.